retrouver pour ce nouvel interview de Parole Libre. J'accueille aujourd'hui Monsieur Yves Conlassano, directeur de l'école de détectives privés à Montpellier et professionnel depuis 35 ans. Bonjour Yves, pourriez-vous vous présenter ainsi que cette mystérieuse profession que vous exercez? En effet, donc j'exerce cette profession depuis 35 ans maintenant. Et donc c'est une activité qui est réglementée depuis peu par le Code de la sécurité intérieure. Donc c'est une activité, en fait, on pourrait la définir de la façon suivante. Donc c'est chaque fois qu'une personne estime subir un préjudice, donc il fait appel à un enquêteur privé pour amener la preuve de ce préjudice. Et on a toutes sortes de personnes qui viennent nous voir, hein, que ce soit au niveau commercial des entreprises ou industriel, les particuliers pour les affaires privées, les personnes qui disparaissent, les recherches d'héritiers. Donc le domaine est très vaste. Donc c'est un métier qui est très intéressant justement par rapport à sa diversité. Et voilà. Donc, Alors justement, vous parlez de différentes enquêtes comme la recherche de personnes disparues, vous avez également évoqué la recherche de débiteurs. Est-ce que vous intervenez également dans le cadre des entreprises? Oui, les entreprises ont de multiples problèmes, surtout à l'heure actuelle, sur l'absentéisme des salariés. En fait, des salariés qui se mettent en maladie qui sont en maladie depuis plusieurs mois et qui en fait ne le sont pas, qui vont faire de la concurrence, qui vont travailler ailleurs. Il y a le vol dans les entreprises aussi, qui est une chose très courante, où on fait appel à nous. Et ensuite, il y a la concurrence déloyale, où les personnes viennent nous voir parce que, à la suite d'un chiffre d'affaires qui a baissé brusquement, donc on découvre qu'il y a un des collaborateurs ou un salarié d'entreprise qui refait la même activité avec la même clientèle, donc c'est assez chose courante aussi, donc c'est de la concurrence déloyale. Comment se déroule une enquête? Je présume que c'est différent d'une enquête à une autre, d'un domaine à un autre. Je présume que si vous avez affaire à un particulier, par exemple, à un adultère, l'enquête doit être peut-être différente qu'une enquête sur la concurrence déloyale. Est-ce que vous pourriez nous décrire une enquête type? Ouais, en fait, les enquêtes ont toutes un même socle, je dirais, hein, il y a en effet une différence entre une enquête privée et une enquête commerciale, mais on reste toujours sur le même principe de l'enquête de terrain, qui est où on va suivre des personnes pour savoir ce qu'elles font. En fait, il y a l'enquête administrative où on recherche des renseignements qui sont dans les banques de données ou dans des documents administratifs, hein, qui sont accessibles et qu'on peut analyser, mais le propre du détective, le plus que peut amener un détective, c'est l'enquête de terrain. C'est difficile de savoir ce que fait une personne qui part d'un point A, qui va à un point B, et que fait cette personne. Il n'y a qu'en la suivant qu'on peut le savoir, et c'est le plus qu'amène un détective dans toutes les affaires. Alors là, vous parlez de suivre une personne, et est-ce que c'est ce qu'on appelle les filatures? Oui, donc ce sont des filatures. Il existe des filatures à pied, des filatures en véhicule motorisé, et souvent l'une est à la suite de l'autre, donc consécutive à l'autre. Et donc il y a aussi donc les surveillances. En fait, ça démarre toujours par des surveillances. On commence toujours par une filature à pied et ça se termine toujours par une filature en voiture. Donc c'est un peu le schéma qui est le schéma de toutes les enquêtes. Donc enquête administrative, enquête de terrain avec ce qu'on appelle les filatures. Effectuez-vous également des infiltrations au sein de structures? Ouais, absolument. Donc alors j'amène une précision quand même, c'est que ces infiltrations se font dans l'entreprise de notre mandant. Après, sur des cas particuliers, on peut le faire autrement. Et si on
si on faisait une infiltration dans une entreprise qui n'était pas celle de notre mandant, c'est qu'on se livrerait à de l'espionnage industriel ou commercial, ce qui est complètement interdit. Donc on est souvent dans les entreprises, parmi les salariés de l'entreprise, pour découvrir des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements de l'entreprise. À la fin d'une enquête, vous rédigez un rapport. Est-ce que celui-ci est à destination uniquement du mandant ou peut-il être demandé par la justice? Alors il y a deux types d'enquêtes. Il y a le mandant ou le particulier, le client, qui veut savoir la vérité pour gérer un certain nombre de problèmes, notamment par exemple dans les problèmes de prévention. C'est-à-dire qu'en détectant ce qui va se passer, on peut agir autrement pour que ça ne se passe pas ou que ça ne continue pas. Je veux dire, si on prend le cas simplement du vol, donc le chef d'entreprise peut vouloir arrêter ce vol et donc mettre un holà au vol parce que ça met une mauvaise ambiance dans l'entreprise d'une part et que ça lui fait une perte financière d'autre part, et ça ne va pas aller en justice. Et il y a d'autre part le chef d'entreprise qui veut aller en justice, qui veut pénaliser que la personne qui commet des vols soit condamnée. Donc à ce moment-là, on monte un dossier qui va aller en justice, qui n'est pas tout à fait le même. En fait, c'est vrai qu'il y a deux volets. Il y a le volet où le rapport va servir à un arrangement interne, et il y a le volet où le rapport va aller en justice. Mais souvent, les entreprises font appel à un détective privé pour arranger les choses en interne parce qu'elles n'ont pas envie de se faire une publicité, donc elles veulent régler les choses en interne, donc elles font appel à un enquêteur privé. Alors justement, là vous parlez d'un enquêteur privé, détective privé. Quel est le terme exact? Alors, le terme officiel c'est agent de recherche privé, le terme commun que tout le monde connaît c'est détective privé, mais on peut dire aussi enquêteur privé. Enfin, le terme officiel, c'est agent de recherche privée. Et comment devient-on agent de recherche privée, justement? Alors, c'est une profession qui est très réglementée. Il faut tout d'abord avoir un diplôme pour exercer cette activité. Puis, il faut demander une autorisation au CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et à l'issue d'une enquête de moralité, donc vous avez l'autorisation d'exercer ou pas. Donc sur la production de votre diplôme et à la suite d'une enquête de moralité, on vous délivre un agrément. Donc vous êtes agréé pour exercer cette activité. Vous êtes directeur de l'école privée à Montpellier, Oui. qui forme les futurs détectives privés. Comment se passe la sélection au sein de votre école? Alors, la sélection des candidats, elle est sur plusieurs critères. D'abord, les prérequis qui sont un bac plus 2. Ensuite, on interroge le candidat et il y a un entretien préalable. Donc, on juge sur la sagacité du candidat, sur son ouverture et son expérience personnelle. Euh, voilà, sur un certain nombre de critères qui sont objectifs, qui ne sont pas subjectifs, sur sa maîtrise d'abord de la langue, de l'écriture, puisque le détective va faire des rapports, et sur sa gestion du stress aussi. Et sur un certain nombre de critères, et dont le plus important est en effet la sagacité. Le dispositif de parole libre a été mis en place au sein de l'EFPP, qui forme des psychocriminologues. Existe-t-il une passerelle pour ces étudiants en psychocriminologie pour intégrer votre école de détective privé? Ah oui, puisqu'on a eu une discussion avec la responsable de votre pôle sur la possibilité de faire intégrer des gens qui suivent votre cursus à la formation de détective. Et donc on y est tout à fait favorable. Donc, on peut privilégier les gens qui ont suivi
le cursus de Alors, psychocriminologie. pour ces étudiants en formation de psychocriminologie, peuvent-ils exercer un stage au sein de votre structure et ou avec des professionnels installés en tant que détectives privés? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on était une profession réglementée, donc si le stagiaire, la personne intéressée pour faire un stage, euh, donc dans une entreprise de détective, elle va devoir normalement être inscrite à la formation. En fait, c'est un contrat tripartite entre l'organisme de formation, le professionnel et le stagiaire, et avec, dans ce cas-là, une autorisation du CNAPS. Mais il est possible de le faire dans ce qu'on appelle un stage de découverte, une découverte d'entreprise qui dure 1 à 3 jours, donc dans une entreprise, et on est tout à fait prêt, puisqu'on a un réseau de professionnels, d'aider vos stagiaires à faire un stage de découverte pour voir si c'est vraiment le métier qu'ils veulent faire. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour exercer cette profession? Alors, un conseil pour exercer cette profession, d'abord il faut avoir la passion, parce qu'on n'exerce pas cette activité si on n'est pas passionné. En fait, c'est un conseil que je donne un peu à tout le monde aussi, hein, c'est exercer une activité si on n'a pas la passion, c'est pas une bonne chose. Donc, mais particulièrement dans le métier détective, ça fait partie de ces métiers où il faut vraiment être passionné parce que on est vraiment dans l'enquête, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de, voilà, de passer à côté de loisirs ou de temps dans une famille et vraiment donc de s'investir dans l'enquête. Et en fait, une enquête, c'est pas quelque chose qui va durer comme dans un film 3 heures. Des fois, il faut des semaines et des mois, et on est face à des échecs, et donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, donc il faut s'accrocher, quoi, voilà. Et donc, si on n'est pas passionné par ce métier, En tant on ne que fait pas ce métier. passionné depuis 35 Voilà. ans, quelles activités préférez-vous exercer justement? Alors, ma spécialité initialement, c'était la recherche de personnes disparues, parce que je trouvais que c'était pour moi très valorisant de pouvoir retrouver des personnes enfin, par rapport à une famille qui avait perdu un enfant, un frère, une soeur, un père, pardon, donc de retrouver donc cette personne après souvent des années où quand les préados ou les adolescents ont disparu, voilà, je trouvais que c'était apporter vraiment son concours aux autres, d'amener une véritable aide aux autres. Et après, en règle générale, le métier détective, en fait, c'est simplement quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est la recherche de la vérité. Alors souvent, on dit le métier détective, c'est quand on a peur de la vérité, on dit oui, je ne vais pas employer le mot. Mais en vérité, c'est la recherche de la vérité. Il est évident que cette vérité ne fait pas plaisir à tout le monde. Forcément, quand vous ressortez la vérité par rapport à un litige, ça ne va pas faire plaisir à la personne qui a commis qui est à l'origine de ce litige. Mais c'est reste la recherche de la vérité. Je dirais même que la justice qui est dans cette recherche de la vérité, c'est vraiment le mot de la justice, ne contribue pas à la recherche de la vérité, puisque la justice elle-même met des barrières dans cette recherche de la vérité, qui sont les atteintes à l'intimité de la vie privée des personnes. Et donc cette recherche de vérité a des limites. On ne peut pas faire n'importe quoi dans cette quête de la recherche de la vérité, quoi. Donc il y a des règles du jeu, donc il faut connaître le droit, il faut savoir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est ce qui m'a toujours un peu... j'adore ce métier parce que c'est la recherche de la vérité. Vous parliez tout à l'heure de votre domaine de prédilection, qui est la recherche de personnes disparues.
certaines personnes partent à l'étranger. Est-il possible pour vous, qui êtes agréé en France, d'exercer à l'étranger? Alors, un détective n'a aucune limite territoriale. Donc, contrairement aux services de police d'ailleurs, qui, quand on dépasse certaines frontières, font appel à Interpol. Ils font appel à leurs confrères, à leur homologue plutôt à l'étranger. Donc le détective, en fait, peut se retrouver à l'espace d'un trajet d'avion, d'une heure, 2 heures, 3 heures, voire 7 heures, quand c'est à l'autre bout du monde, ou 12 heures. Donc le temps d'un trajet d'avion est beaucoup plus efficace d'ailleurs quand il faut aller à l'étranger. Euh, et il peut aussi faire le relais entre les services de police à l'étranger, les services de police en France. C'est ce que j'ai souvent fait d'ailleurs dans ce genre d'affaires. Et je trouve justement, par rapport à cette barrière qui est la, la- les compétences territoriales, comme le détective n'est pas astreint à une compétence territoriale, il est beaucoup plus efficace que les services officiels. Et donc il peut agir tout de suite et n'importe où très vite. Pourriez-vous nous donner un exemple, témoigner d'une affaire qui vous a marqué au fil de votre profession? Oh, il y en a plusieurs, donc dans tous les domaines, si c'est dans le domaine de la famille ou même dans le domaine commercial, parce que vous savez que chaque fois qu'une personne s'adresse à un détective, c'est elle a, parce qu'on dit estime subir un préjudice, mais c'est elle touche, elle a véritablement un préjudice. Donc en fait, chaque fois qu'on fait une enquête, on vient résoudre un problème qui touche, je dirais, ou à cœur ou dans le porte-monnaie de notre client. Ou quand on dit porte-monnaie, bien sûr, au niveau d'entreprise, c'est pas purement matériel, c'est qu'une entreprise, c'est des fois toute une vie, tout un investissement, c'est un travail de tous les jours. Et donc, quand on a quelqu'un qui fait de la concurrence déloyale ou de la contrefaçon, qui vient mettre en péril une entreprise, c'est mettre en péril des salariés de l'entreprise. Donc, on a toujours ce côté valorisant où on vient régler un problème sur des personnes qui se trouvent en situation des fois très difficile. Et je pense notamment dans les affaires de contre-enquête pénale où des gens qui s'estiment innocents sont mis en prison alors qu'ils clament leur innocence, où on a aussi un rôle à jouer, où on amène des éléments de preuve. Et on a toujours En fait, le détective, c'est un peu le dernier recours chaque fois qu'une personne a un problème. Et souvent, ces problèmes sont pas relativement, mais sont très graves pour la personne et comptent beaucoup. Il y a deux types d'enquêtes. Je viens de le dire, les personnes qui font appel à vous parce qu'ils ont un préjudice grave, des fois des choses qui sont très importantes dans une famille, ou quelqu'un qui est en prison, qui s'estime, qui clame son innocence. Mais il y a aussi ce qui se fait beaucoup moins en France et beaucoup plus dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, la prévention. C'est-à-dire que en France, très peu de personnes comme ça font une enquête en prévention. C'est-à-dire que on le fait notamment en France, je dirais, dans la famille. Souvent, quand des parents viennent nous voir en disant mais je crois que mon fils se drogue ou qu'il a de mauvaises fréquentations, donc on intervient pour essayer de voir ce qui se passe et donc on amène des éléments pour arrêter, essayer d'intervenir et arrêter quelque chose qui pourrait devenir très grave tout de suite. Donc, si on est... donc là, c'est de la prévention. C'est pour éviter qu'un enfant se termine en prison, se termine mal. Donc on fait une enquête et ça existe aussi dans l'entreprise. Et donc c'est vrai que là c'est en France un peu moins développé où les gens vont commencer à faire une enquête pour agir et pour que le problème ne se produise pas. On le voit aussi souvent dans les créances, la recherche débiteurs ou les banques qui font une enquête avant de faire un crédit pour voir si la personne est solvable ou pas, avant justement que le problème arrive et que la personne ne puisse pas payer. Mais là, c'est un autre domaine, c'est le domaine du porte-monnaie, et pas le domaine du cœur. Vous parliez tout à l'heure d'être le dernier maillon de la chaîne, la dernière chance. Pour terminer cette interview, je vous propose
d'imaginer que vous avez une baguette magique. Qu'est-ce que vous feriez pour avoir une justice plus juste? Alors, avoir une justice plus juste, si c'est au niveau de la recherche de la vérité, c'est relativement simple. On est loin des méthodes qui sont autorisées chez les anglo-saxons, puisque on est réduit au niveau, je parle pour les détectives, au niveau des investigations, pour ces problèmes d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à la vie privée, donc auxquels on est tous attachés. Mais la justice en elle-même, c'est quoi? C'est la recherche de la vérité. Donc cette recherche de la vérité, il faudrait que la justice elle-même se donne les moyens de cette recherche, tous les moyens de cette recherche de la vérité, sans aller trop dans la précipitation, puisque c'est comme ça qu'il y a des erreurs judiciaires. Donc apporter l'attention nécessaire, donc avoir les moyens de faire une enquête, je ne vais pas dire parfaite, parce qu'une enquête parfaite, on va dire que ça n'existe pas, mais une enquête complète. Et en fait, si j'avais un mot à dire sur la justice, je trouve que là, on est en train de parler de ramener la vérité, mais aussi quand la vérité est trouvée, ben, il y a forcément quelqu'un qui en est responsable et qui sera sanctionné. Sanctionné, des fois, c'est de la prison. Donc, je trouve que notre système est mal fait, dans le sens, au lieu de faire de la prison à des personnes, ben, on pourrait les mettre au travail et rembourser la victime plus simplement que de les mettre en prison à rien faire devant une télévision. Et ce qui me semblerait plus juste, c'est que cette personne travaille et qu'elle paye avec son salaire le préjudice qu'elle a engendré. Merci Yves d'avoir participé à cette interview de Parole Libre.